Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. À chaque numéro, avec Tristan Mendès-France et Rudy Reichstadt, nous nous immergeons dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Salut Rudy. Salut. Salut Tristan. Salut à tous. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans la réflexion, nous recevons l'un de ceux qui, comme nous, chaque jour, œuvrent à déconstruire les inepties conspi. Julien Pain, bonjour. Salut. Alors, tu es journaliste à France Info, tu animes Vrai ou Fake et tu es aussi créateur de la chaîne YouTube Instant Détox. Tu viens de signer un documentaire long format qui s'intitule Comment l'extrême droite surfe sur la désinformation. Nous y viendrons dans la deuxième partie de l'émission, mais évidemment, n'hésite pas à mettre ton grain de sel dans notre discussion autour des différents sujets d'actu. Et je crois que tu as atteint les 100 000, c'est ça, sur YouTube? Ouais, j'ai eu ma petite... il me donne un petit poster, une sorte de petit truc de récompense quand t'as 100 000 et je viens de le recevoir, ouais. Bravo. Chapeau. Bravo. Accomplissement personnel, ouais. Voilà. Alors, le premier sujet qu'on voulait aborder cette semaine, c'est cette remise en cause des faits historiques, qui est un des sports favoris des conspis, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission. Cette fois-ci, c'est la révolte démocratique de 1989 en Chine à Tiananmen qui a été attaquée par la complosphère. D'après eux, Tiananmen est en fait une révolution de couleur occidentale qui n'a pas fait de mort et qui visait simplement à déstabiliser la Chine, Tristan. Oui, alors c'était en fait la date anniversaire, les 34 ans de ce massacre de Tiananmen. Et bon, évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de déferlement de théories complotistes autour du sujet. Ça n'a pas manqué. J'ai trouvé notamment un thread particulier qui a eu énormément de visibilité en ligne, qui était totalement complotiste et qui expliquait que d'abord il n'y avait pas eu de mort civile, que tout ça a été piloté par l'Occident, et que tout ça était en fait une grande machination de l'Ouest, bref. Et ce petit thread quand même le premier tweet a dépassé les 4000 likes, donc c'est pas un épiphénomène. Mais cela dit, j'ai utilisé différents outils en ligne pour essayer de voir les nombres d'occurrences avec des associations de mots, avec Tiananmen et hoax, et Tiananmen et Color Revolution, qui sont évidemment des mots-clés classiques associés à quand on veut pousser des discours complotistes. Et donc, il y a eu effectivement un pic le jour de la date anniversaire, mais un pic pas si énorme que ça. Et donc, j'avoue que je m'attendais à un déferlement et ce n'a pas été le cas. Et je me pose des questions, d'ailleurs, sur le fait qu'il n'y ait pas eu une sorte de vague de désinformation du côté chinois, qui a quand même beaucoup de médias à l'international et qui aurait pu essayer de pousser un contre-discours. Et ben, j'ai des hypothèses, mais j'ai pas de réponse. Alors, quelles hypothèses, par exemple ? Alors, d'abord, il y a le fait que sur les médias chinois que je suis, ils ne parlent pas de Tiananmen. Donc il y a une sorte de block-out sur la thématique en général. C'est ce qu'ils font au niveau national, évidemment, donc silence radio total. Ils organisent l'amnésie. Une sorte d'amnésie. Et puis à l'international, ils ne relayent pas. Alors que tous les médias internationaux, on en parlait. Ils auraient pu essayer de pousser une contre-argumentation un peu là-dessus. Donc je me demande si en fait, alors c'est peut-être une stratégie de leur part, soit ils pensent que c'est effectivement inutile, que, disons, les audiences internationales occidentales, elles, commémorent cet événement pour ce qu'il est réellement, et que eux se disent, bon, il n'y a rien à faire avec là-dessus, on s'en fout, si vous voulez, de travailler l'audience internationale sur ce terrain-là. Peut-être parce que pour les jeunes Chinois, c'est quelque chose qui est moins important maintenant, parce que 89, c'est il y a longtemps. Et je pense qu'ils regardent plus ce qui se passe à Hong Kong que d'avoir l'œil dans le rétro sur Tiananmen. C'est peut-être moins un enjeu, en fait, pour eux. Probablement. Les Chinois qui sont informés qu'il s'est passé quelque chose en 89. Parce que ça ne va pas de soi. C'est pas enseigné. Pour ce qui est de la Chine, oui, c'est clair que c'est le blackout total. Alors, il y a eu des manifestations à Hong Kong qui ont été traitées, maintenant que Hong Kong est sous la coupelle chinoise, à la chinoise. Voilà, administrativement parlant. Donc beaucoup de policiers, il y a eu des arrestations, des gens qui ont été libérés par la suite, mais donc les moindres, il y a quelqu'un, j'ai relayé sur Twitter, une des manifestantes qui est une militante là-bas, qui est connue, qui est une politique, qui a eu le temps simplement de sortir 2 petites fleurs en papier et une bougie. On la voit filmer, elle le sort et au moment où elle sort, elle se fait arrêter instantanément. Donc vraiment cet étouffement un peu à la chinoise. Reste que, en tout cas, de notre côté, même de nos usual suspects
pro-chinois, parce qu'on en a certains. Bon, pour l'instant, j'ai pas entendu grand-chose, en tout cas, autour de Tiananmen. Non, juste rappeler que la théorie du complot sur Tiananmen, c'est ce que tu disais, la révolution de couleur, tout ça organisé par la CIA, etc., ça reste aujourd'hui encore la doctrine officielle du Parti communiste chinois. L'idée, c'est que tout ça a été organisé depuis l'étranger et que il n'y aurait jamais eu de vrai mouvement, que c'est un mouvement complètement artificiel. Ouais. Deuxième sujet cette semaine, l'antisémitisme encore et toujours. C'est ce qui ressort de l'édition 2023 de l'enquête de l'ADL, Anti-Defamation League. D'après cette enquête qui couvre 10 pays européens, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Russie et l'Ukraine, révèlent notamment que des préjugés sur le poids des Juifs dans l'économie, les médias ou la politique sont toujours très tenaces. Par exemple, 37% des Français jugent que les Juifs français sont plus loyaux envers Israël qu'envers la France. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette vague d'antisémitisme qui reste et qui est toujours présente, Tristan ? Je crois que ça confirme un mouvement qu'on a constaté depuis plusieurs mois et qui a probablement aussi été accéléré durant la période Covid. Je crois qu'il y avait déjà eu d'autres études qui avaient été publiées pendant la période Covid et qui montraient que cette effervescence folle de complotisme autour du Covid avait réactivé ou porté en elle ou avait poussé des discours complotistes, des discours antisémites. Et d'ailleurs, on le voit dans les profils complotistes autour du Covid. On en a vu plusieurs qui ont basculé ou qui ont intégré des éléments, des références antisémites dans leur discours. Donc je crois que ça confirme un mouvement de fond, une sorte de... Alors, est-ce que ça augmente ou est-ce que c'est plus visible ? Ça, je ne sais pas, en ligne. Mais en tout cas, les occurrences que nous, on voit passer, elles se multiplient ces dernières années. Ça, il n'y a pas trop de doute. Rudy, par rapport à ça. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est une enquête qui existe au moins depuis 2014, qui est régulièrement mise à jour. C'est sur l'ensemble des pays du monde. L'édition 2023, tu l'as dit, c'est sur 10 pays européens, mais il y a aussi la Russie et l'Ukraine, ça qui est intéressant. Il y a un dispositif avec plusieurs énoncés proposés. Et dans ces énoncés, il y a notamment des énoncés qui ont une dimension conspirationniste. C'est notamment les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires, ils ont trop de contrôle sur les médias, je le dis vraiment selon la terminologie utilisée, où ils ont trop de contrôle sur le gouvernement des États-Unis. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les chiffres pour la France, on a les chiffres pour l'Angleterre aussi, le Royaume-Uni, et il y a un spécialiste de cette question qui s'appelle Dave Rich, qui a noté, alors c'est moins vrai en France, mais lui il note que dans tous les résultats, on a les jeunes, les moins de 25 ans, qui souscrivent davantage à ces idées-là que leurs aînés. Encore une fois, c'est plus nuancé en France. Et dit-il, ce qui est assez intéressant, c'est que par ailleurs, les jeunes, dans la même étude, souscrivent moins aux énoncés de type antisémite racistes. C'est-à-dire qu'ils sont pas c'est-à-dire qu'en fait, les jeunes sont plus complotistes, mais moins racistes. D'accord ? Ils acceptent mieux les juifs en général. Ils n'ont pas de problème avec les juifs, mais il fantasme davantage sur le pouvoir des Juifs, ce qui est assez... Et je trouvais que c'était assez intéressant. Lui, il explique en disant que ils sont plus exposés aux théories du complot, du fait de leurs usages informationnels, ce qui, en gros, rejoint et corrobore ce qu'on constate, nous, à travers les enquêtes d'opinion qu'on a pu faire. Voilà. C'est-à-dire que il y a vraiment un enjeu d'usage informationnel. Julien, toi, est-ce que tu as un regard sur cette étude, sur cette empreinte de l'antisémitisme en ligne ? Moi, j'ai plutôt un regard sur l'actu, et on est quand même dans une période où il y a des gens qui sérieusement se demandent s'il faut réhabiliter le maréchal Pétain. Dans la mémoire nationale. Et c'est ça peut pas être anecdotique parce que Pétain, c'est effectivement le héros de la Grande Guerre. Enfin, c'est aussi celui qui a livré des milliers et des milliers de Juifs à l'Allemagne nazie en sachant très bien ce qui allait se passer. Donc, et qui a annoté de sa main, de sa propre main, le statut des Juifs pour l'aggraver. Voilà. Donc, alors, on avait déjà Zemmour qui nous avait remis une couche sur le fait qu'il fallait réhabiliter peut-être Pétain, mais on voit que cette petite musique, elle revient, et je pense que c'est forcément indissociable de l'antisémitisme en France. Alors encore une fois, c'est pas ma spécialité, j'ai pas une étude qui le montre, mais on sent qu'il y a quand même cette petite musique qui monte. Tu veux dire qu'il y a un climat, quoi. Il y a un climat où il y a une parole qui se libère du côté des politiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on remet sur la table quel est le vrai bilan de Pétain, on a bien compris qu'on ouvre les voies à dire, bon, ok, nous, s'il y a des gens, on va dire, qui ont pignon sur rue, qui disent
voilà, on va reparler de Pétain pour savoir quel est son vrai bilan, forcément, on ouvre la voie à ceux qui sont très extrêmes pour dire, si lui, il réouvre ça, alors qu'il est considéré comme mainstream, moi, je peux le dire, il y a un problème avec les Juifs. Voilà. Et alors, pour ajouter à la confusion, tout ça fait fond sur la tentative de réhabilitation de Dieudonné. Oui, tout à fait. Il était donc à Auschwitz avec Francis Lalanne. Ils ont fait des selfies à Auschwitz. Vas-y, parle-nous-en. C'est la suite des excuses de Dieudonné, entre guillemets. Ça, j'étais persuadé que c'était de l'intelligence artificielle, que c'était une photo mi-journée. Je me dis, c'est pas possible que ce soit vrai. Non, il est allé, et il y a la complicité dans cette opération de réhabilitation du patron d'un obscur journal d'extrême droite israélien qui s'appelle Israel Magazine. C'est déjà celui dans lequel il avait fait sa lettre d'excuse depuis janvier, fois, avec l'idée qui est absolument perverse à mon sens, qui est que en fait il suffirait pour Dieudonné de demander pardon aux Juifs pour qu'il n'y ait plus de problème. Comme si l'antisémitisme c'était le problème des Juifs. En fait, c'est ça qui est pervers. Comme si ça allait pas à l'encontre de toutes les valeurs républicaines, en fait. Évidemment. Comme si c'était qu'un préjudice fait aux Juifs. Donc c'est une manière de communautariser la question, le problème de l'antisémitisme. Et puis par ailleurs, si on veut mesurer la sincérité de la démarche, il suffit d'aller sur les sites de Dieudonné. Bien sûr. Et sur les sites de Dieudonné, il y a tous les contenus antisémites, complotistes, sur Quenelle+. qu'il a produits depuis des années. Son site existe encore. Quenelle+. Bien sûr. Et il y a une vidéo qui appelle à la réhabilitation de Pétain, par ailleurs, sur la page d'accueil. Et dans les vidéos de Quenelle+, il y a donc ces petites pastilles qui faisaient face caméra, un peu de revue de presse assez régulière. Il a eu des propos incendiaires sur la communauté juive, absolument incendiaires. Et alors, pour avancer, il y a eu, pour la première fois, son ex-femme et mère de 4 de ses enfants, Noémie Montagne, qui s'est exprimée dans Le Parisien. Elle a porté plainte contre lui pour escroquerie et harcèlement moral. Elle-même avait été condamnée solidairement avec lui par le passé. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous apprend notamment qu'il y a encore l'année dernière, il avait un portrait de Pétain chez lui, par exemple. Ce qui est... Tu n'en as pas, toi, chez toi? On n'a pas ça chez soi souvent. Moi, voilà. Et puis, il y a un dernier truc, encore une fois, pour la sincérité de Dudo là-dessus. Sur son compte Twitter, il avait en tout cas il y a quelques semaines, il a probablement encore aujourd'hui, un petit ananas comme effigie sur son compte Twitter. L'ananas qui est une référence directe à un morceau de musique qui s'appelait Shoah Ananas, qui était un morceau de musique évidemment qui venait dénigrer la réalité de la Shoah. Donc bref, la sincérité pour moi elle est nulle, zéro, et cette photo là-bas est absolument elle est choquante, absurde, et on a quand même deux figures du complotisme français, pour Lalanne le plus exalté, Dieudo qui lui emmène avec lui une frange radicale d'extrême droite antisémite beaucoup plus traditionnelle. Donc là franchement on a un duo absolument de l'enfer, de l'horreur. Un duo qui va probablement se présenter, faire un show, se produire au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris à la rentrée, ce qui reste aussi pour moi une énigme du côté de l'acceptation du Zénith. Encore, il y a toujours cette question de liberté, évidemment. Il a le droit de le faire, mais j'ai le droit aussi de m'indigner du fait que le Zénith, lui, trouve normal de recevoir ou de donner en spectacle une telle tribune à ce spectacle. Et surtout qu'on a un moment d'effondrement des digues. C'est-à-dire que on a des émissions, on en a déjà parlé ici, notamment sur une chaîne comme Sud Radio, qui vient... blanchir, enfin en tout cas être une sorte de lessiveuse pour toutes ces figures complotistes. On parle de Dieudonné, il y a une proche de Dieudonné qui s'appelle Chloé Framery, qui avait reçu une quenelle d'or quand même de Dieudonné, qui est une personnalité qui s'est fait connaître beaucoup à partir de 2020 sur fond de crise sanitaire, qui tient des propos, je renvoie à ce qu'on a pu écrire à son sujet, mais qui notamment recommandait la lecture des protocoles des sages dessus en partageant un bulletin pseudo-information qui disait voilà les films à voir, les livres à lire. Et au sommet des 3 ou 4 bouquins à lire, il y avait les protocoles des sages dessus. Donc pour que les gens s'en rappellent, plan de domination du monde par les Juifs, faux. On sait que c'est un faux depuis plus de 100 ans. C'est un plagiat d'un bouquin écrit 40 ans avant, qui n'a rien à voir avec les Juifs. Livre de chevet d'Adolf Hitler. Enfin, en tout cas, qui a été utilisé par la propagande nazie très clairement. C'est un peu la Bible de l'antisémite, les protocoles. Et elle est reçue, Chloé Framery, au micro d'André Berkoff, sur Sud Radio, comme si de rien n'était.
Et qui ne l'a pas interrogé sur son passif, évidemment que non. la quenelle, le judo et tout le reste. Évidemment que non, il faut vraiment être des mauvais coucheurs comme nous pour le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire justement, Julien? Parce que je sais que André Berkoff, c'est un sujet que moi j'ai écrit un portrait sur lui pour Franc-Tireur, mais toi tu as aussi travaillé sur ce personnage. Et puis dans le documentaire dont on parlait tout à l'heure, il est aussi un des personnages, donc raconte-nous un peu. Oui, c'est quelqu'un qui est sur un média qui est quand même mainstream, parce que Sud Radio, c'est pas non plus un blog conspirationniste. Et il a, à une heure de grande écoute, des gens qui viennent chez lui et qui sont, on les connaît, c'est des conspis complets, des gens qui tiennent des propos de désinformation médicale totale. Et c'est tout le temps comme ça. Donc moi, je l'ai interviewé, André Berkoff, et c'est quelqu'un qui, au premier abord, est très bonhomme. C'est le tonton sympa que tu as à Noël, qui te tape sur l'épaule, qui te fait boire un peu de gnôle, qui est hyper convivial, et puis pas plutôt cultivé, qui sort des anecdotes sur le temps passé, c'est très sympa. Sauf que tu sais très bien qu'il peut switcher en 2 minutes, et l'anecdote de la combe, c'est ça. Et là, rentrer dans un délire conspi est très violent, parce que c'est très violent et très agressif. Et il a une audience de dingue. Je veux dire, je regardais sur YouTube les différentes séquences de toutes les pas mal des émissions qui sont partagées sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Celle qui cartonne, c'est celle de Berkoff, évidemment. Est-ce que ça veut dire que quand on prend les gens pour des imbéciles, puisque c'est un peu ce qu'il fait, à inviter des gens qui tiennent des contre-vérités, sans contradicteurs, à mentir, parce que moi, il a invité des gens qui ont menti, qui ont diffusé des mensonges, par exemple, à mon sujet. Je suis bien placé pour le savoir. Est-ce que ça veut dire que ça marche de prendre les gens pour des imbéciles ? Mais moi, je ne suis pas sûr qu'ils prennent les gens pour des imbéciles, dans le sens où je pense qu'il est assez convaincu. C'est difficile d'être dans la tête des gens. Est-ce qu'André Berkoff, il a conscience de dire en gros n'importe quoi et de donner la parole à des gens qui font de la désinformation? Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est des gens qui se convainquent, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils l'ont dit, ils ont une telle confiance en eux et ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'à partir du moment où ils l'ont dit et que c'est passé sur leur antenne, ils en sont convaincus. C'est-à-dire que je pense pas que André Berkoff se dise cyniquement, je désinforme ma communauté. Non, il pense, je pense, qu'il est dans le vrai, qu'il est une sorte de gourou pour ces gens-là. Alors je pense je suis pas sûr qu'il a un respect absolu pour sa propre communauté, parce que je pense qu'il se voit au-dessus. C'est-à-dire il se voit comme une sorte de leader charismatique et très intelligent, et qui a tout compris et qui explique un peu aux gens la vérité. Bon. Mais je pense qu'il est quand même convaincu de ce qu'il raconte. Une forme d'auto-intoxication. Exactement. Et que j'ai remarqué chez la plupart de ces gens. On pourrait prendre Francis Lalanne, moi je les ai tous interviewés. Martine Vonner, par exemple. Je ne pense pas qu'ils sont dans le cynisme absolu. Il y en a peut-être qui sont dans le cynisme absolu, qui font de l'argent avec. Mais je pense que ces gens-là dont on parle tout le temps, ils se sont auto-convaincus. Mais comment tu expliques que c'est les mêmes qui nous expliquent qu'ils sont pour la liberté, contre la censure? En fait, ils appellent à notre censure, notamment à nous, régulièrement. Vonner nous a envoyé un papier, une lettre comminatoire nous disant « Supprimez toute référence à ma personne de votre site ». Donc comment vous expliquez que ce paradoxe, quoi? C'est-à-dire à la fois ils croient à ce qu'ils disent, et en même temps ils ont une indignation à géométrie variable sur, par exemple, leur rapport à la liberté d'expression. Je pense que pour l'instant, ils sont très favorables à la liberté d'expression parce que ça les arrange eux. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on a le droit de tout dire, même d'énormes bêtises, et ce en quoi je suis pas contre. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrêtent pas de me dire, vous êtes des censeurs, j'ai jamais appelé à aucune censure. C'est-à-dire que même le livre, je sais pas, d'Orion Code, qui fait de la désinformation médicale, je demande pas à ce qu'il soit retiré des ventes. J'alerte sur le fait que des grandes maisons d'édition éditent ce genre de livre, et je pense qu'ils devraient faire autre chose, ce qui est mon droit. Voilà. Mais j'appelle pas à bloquer, à faire des autodafés, et ils veulent me faire passer pour... Mais tu revendiques le droit de critiquer. On est en démocratie, ça fait partie du débat, de dire, voilà ce qu'on pense, des thèses qui sont défendues dans tel livre ou telle vidéo. Voilà, donc moi je suis tout sauf un censeur. Je pense que pour l'instant, eux défendent la liberté d'expression un peu à l'américaine, c'est-à-dire on peut tout dire, y compris des choses très violentes, ou y compris des propos... Très préjudiciables. Voilà, des propos très, très, très violents. Maintenant, est-ce qu'ils y croient vraiment à ça? Moi, je pense que non. Moi, je pense que le jour où des gens comme ça arrivent au pouvoir, toi, moi et Tristan, on va en prison
tout de suite. Ouais, s'ils pouvaient. C'est-à-dire que je pense que s'ils ont l'occasion de nous faire taire physiquement, je pense que ces gens-là nous feraient taire physiquement. Alors, je le vois par la violence des réactions contre moi notamment. Il y a des choses qui sont très violentes. Je pense que c'est des gens qui, par exemple, si je me faisais agresser, applaudiraient des deux mains. Ouais. Ou en tout cas, alors peut-être pas ouvertement, mais avec cette espèce de cynisme qu'on connaît sur les réseaux mauvaise, sociaux, cette espèce de voilà, exactement, avec tu l'as bien cherché. Donc on sent qu'ils seraient prêts à me faire taire physiquement. Ouais. Et je pense que si ces gens arrivaient au pouvoir, et on peut en parler, mais la pente est pas très bonne, je trouve, en ce moment. Je pense que non seulement je perdrais mon emploi, mais je pense qu'on pourrait potentiellement, dans ce genre de régime tenu par ces gens-là, effectivement finir en prison. Donc en fait, c'est une défense de la liberté d'expression qui est très pratique en ce moment, mais je pense que c'est les derniers défenseurs de la vraie liberté d'expression au final. Et surtout qu'ils ont un fantasme de punition. Du Nuremberg, du fameux locker up à l'américaine. Si on prend les Trumpiens, ils ont en fait une fascination d'abord du pouvoir de l'armée et des tribunaux un peu exceptionnels militaires pour nous juger. Les mêmes qui évidemment vont arborer des grands panneaux liberté dans les manifestations anti-pass, etc. Mais comme tu le dis, là je suis parfaitement en raccord avec toi, il y a s'ils avaient effectivement vraiment le pouvoir en main, je crois qu'ils rêveraient tous de nous voir en tôle, très très clairement. Au-delà de ça, on parlait... par exemple, il y a l'exemple de Martine Vonner qui, elle, quand elle était députée, donc quand elle était élue, quand elle avait du pouvoir entre les mains, t'a fait parvenir un courrier avec en tête de l'Assemblée nationale en te demandant de retirer, donc vous voulez te censurer, une notice purement informationnel qui était publié sur le site de Conspiracy Watch. Donc on voit bien que contenu à son sujet. Donc on voit bien que cette revendication de surface de la liberté est, comme tu le dis, très relative au pouvoir qu'ils ont effectivement en main. Et quand ils ont une bribe de pouvoir, tu aurais pu être d'ailleurs influencé par ce courrier officiel en tête Assemblée nationale et être un peu refroidi en te disant oui, peut-être que, etc. Donc il y avait une volonté en tout cas d'impressionner, d'intimider. Donc bref, donc ça est très relatif et on voit bien encore une fois cette virulence et cet appétit pour une autorité forte, encore une fois la passion pour l'armée qu'on voit aux États-Unis, des mouvances les plus radicales et complotistes, et on voit ce que ça donne. Et encore une fois, cette liberté pour moi est, comme tu disais, je trouve extrêmement relative dans leur bouche, quoi. Alors, troisième sujet cette semaine, le covido-scepticisme encore et toujours, avec d'abord le professeur Raoult qui persiste et signe, si j'ose dire, dans une lettre de 4 pages qu'il a mise en ligne sur un site de prépublication scientifique. L'ex-directeur de l'IHU défend son protocole de prise en charge des malades du Covid. Il explique notamment que les résultats qu'on peut qualifier de prétendument positifs qu'il a obtenus ne peuvent pas être généralisables à des patients similaires et qu'une organisation de soins similaires ne permet pas d'extrapoler ces résultats. Donc finalement, en gros, ça ne marchait que là, que à l'IHU. C'est exactement, c'est ça. En gros, ça marche uniquement chez moi et avec mes méthodes, exactement. Alors justement, Rudy, par rapport à cette lettre du professeur Raoult, qu'est-ce que ça t'inspire ? Non, moi je ferai le lien avec une interview dans le JDD d'Irène Frachon. Oui. Alors pour le coup, qui est une vraie lanceuse d'alerte. Lanceuse d'alerte sur le Mediator, des laboratoires Servier. Et elle compare Raoult à Servier. Elle dit il y a du Servier chez Raoult, la mégalomanie, le côté gourou, les réseaux d'influence extrêmement importants, à la fois académiques, intellectuels, amicaux, régionaux, voire politiques. Enfin, elle y voit des analogies très fortes. Je trouve que ça devrait faire réfléchir tous ceux qui, du côté de la mouvance complotiste, ont tendance à se présenter comme des lanceurs d'alerte, etc. Là, on en a une vraie, pour le coup, qui a un jugement très très sévère à l'égard de Raoult. Là, on est quand même dans un moment de polarisation extrême sur la figure de Raoult. Je parle indépendamment du contenu des choses précises qu'il a pu faire. Il y a des procédures en route, donc moi je ne me prononce pas tant que tout n'a pas fait surface. Il y a des enquêtes, bref, restons précautionneux là-dessus. Moi, ce que je vois simplement, c'est l'empreinte en ligne, qui est folle. Il est perçu comme victime d'un système global, d'une cabale. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de polarisation. Organisée par le pouvoir, la cabale ? Oui, alors pour le pouvoir, Big Pharma, à chacun c'est
une valise vide et chacun il met ce qu'il veut. Mais le fait qu'il soit effectivement attaqué, en tout cas sur plusieurs dossiers, de façon apparemment très, très sourcée, sérieuse, j'ai l'impression en tout cas que la frange des Raoulâtres, des Raoultophiles, se radicalisent dans leur position, dans leur posture de défense à tout prix absolu du soldat Raoult. Et ça, je trouve que c'est assez visible, en tout cas en ligne. Il n'y a pas un seul des figures de la complosphère qui n'ait pas publié quelque chose en soutien absolu à la figure de Raoult. Et Julien, toi, tu es d'accord avec ça par rapport à la personnalité de Raoult? On est sur un moment de polarisation fort. Je pense que Didier Raoult, il a fait beaucoup de mal dans l'univers qui est le nôtre, parce que c'était l'univers qui est le nôtre, c'est-à-dire l'information. C'est-à-dire la lutte contre la désinformation. Quelqu'un comme Raoult, il a fait beaucoup de mal, parce que c'est quelqu'un qui avait une crédibilité scientifique énorme. Il y a un infectiologue de renom, effectivement, qui a fait des travaux qui étaient des travaux importants dans le passé. Après, il avait déjà commencé à dériver avant la crise du Covid. Mais il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal par ego, parce que je pense qu'il a perdu la tête devant la notoriété qu'il commençait à avoir. Et ça rentre aussi, alors je pense qu'aussi dans les personnes, on le voit, tous ces gens-là, on pourra en parler, parce que toutes les figures de la désinformation, c'est des gens c'est pas des jeunes. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est des gens qui, quelque part, découvrent cette notoriété qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. L'emballement qui peut exister et le fanatisme qui peut se générer derrière votre personnalité. Et autant quand on a un influenceur, on en joue pour faire de l'argent, parce qu'on sait très bien comment ça marche, et on a compris les codes, et on sait aussi gérer mieux, je pense, ça. Et je pense que pour ces personnes-là, alors ça, c'est une explication psychologique qui ne vaut que ce que ça vaut. Voilà. Je n'ai pas une étude derrière, mais j'ai l'impression que chez les gens plus âgés, ça les fait complètement délirer. Et je pense que c'est lui, Berkoff, c'est des gens qui se sont engouffrés là-dedans. C'est un vertige, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un ego déjà. Il y a une ivresse un peu comme ça, c'est ça. Mais c'est des gens qui ont un ego déjà démesuré. Et quand vous êtes sur Internet et que vous avez l'impression que tous les gens commentent en vous faisant passer pour un demi-dieu, mais vous pétez un plomb en fait. Et du coup, après, c'est ce qu'on disait, dès que vous dites quelque chose, vous vous dites, mais regardez, si je le dis, les gens s'affolent en disant c'est que c'est vrai, et vous, c'est le... il y a une vraie synergie, je pense, effectivement, entre la communauté à laquelle on s'adresse et la personne qu'on croit être, tout simplement. Et je crois que ce cercle infernal a frappé des gens comme Lalanne, par exemple. Lalanne, je l'ai suivi depuis le début, depuis qu'il était un peu sur les réseaux, et il y a eu cet effet d'emballement qui me semble assez flagrant, même dans la mesure où, même par rapport aux éléments, disons, des références, des éléments de langage que lui-même pouvait relayer, c'est quelque chose qui venait de sa communauté. Il a commencé à relayer des mèmes vraiment super limites sur la franc-maçonnerie, des trucs pas nets. Je pense pas que ça soit lui qui soit, avec ses petites mains, aller chercher, foyer toutes ces références-là, que nous, on voyait d'ailleurs déjà circuler dans la complosphère. Donc, il y a une synergie où se nourrit, alors il y a à la fois l'ego qui est rempli, mais je pense aussi qu'il y a des références qui émule dans cette base, cette fan base, qui vient aussi le nourrir dans ses propres référents. Un point quand même, on sait que le besoin d'unicité, c'est comme ça que les psychosociologues appellent le narcissisme, le besoin de reconnaissance, de se distinguer du groupe, etc. On sait qu'il est corrélé à une plus forte adhésion aux théories du complot. Et alors, il se trouve que Raoult a publié son autobiographie là, dans ces dernières semaines, et qu'on y trouve des passages, mais c'est vrai presque d'une mégalomanie et d'un égocentrisme assez stupéfiant. Voilà. Toujours est-il qu'on est 3 ans après, quand même, 3 ans après le Covid, et qu'il n'y a toujours aucune preuve, pas la moindre, que l'hydroxychloroquine peut être un traitement contre le Covid. En revanche, on a des preuves que l'hydroxychloroquine, sous certaines conditions, avec certains patients, peut être un danger. On a la preuve que ça marche pas, surtout. Voilà, ça marche pas. C'est ce que je disais. On l'a et plus personne n'en doute. C'est ça, ça ne marche pas. Et par ailleurs, ça peut même être nocif, voire mortel, pour des gens qui ont des problèmes cardiaques. C'est fou, comment ça... Et on est 3 ans après. On a suffisamment de recul. Mais pour finir là-dessus, je trouve que c'était intéressant, c'est que je pense que Didier Raoult, comme beaucoup, ils finissent par poster des choses sur Internet en se disant, avec ça, je fais 10 000 likes.
Et puis tout d'un coup, avec ça, j'en fais 15 000. Et avec ça, j'en fais 20 000. Et tu finis par croire et à poster de plus en plus les choses qui t'apportent le plus de retours sur les réseaux sociaux. Bien sûr. L'inverse de la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est j'examine les choses, les faits, par rapport à des tests. Et pas par rapport à la popularité. Par rapport à la popularité de ce que je raconte. Ouais. Et c'est complètement dingue. C'est-à-dire que tu finis par te faire enfermer là-dedans. Et je pense qu'on peut d'autant mieux le comprendre que pour n'importe qui est sur les réseaux sociaux, on voit très bien qu'on peut avoir cette tendance-là et qu'on doit tous y résister. C'est-à-dire ne pas poster simplement ce qui va faire réagir, parce que ce qui fait réagir, c'est toujours ce qui est dans le dissensus, ce qui va contre l'idée reçue. C'est ça qui marche, qui fait réagir. Mais le problème, c'est que cette posture-là, pour un scientifique, c'est très dangereux. Mais tu sais que c'est même un argument qui nous est souvent opposé. Enfin, moi, très régulièrement, sur Twitter, tu fais un tweet, ça fait 10 likes, 20 likes, 50 likes. Oui, moi, j'ai un petit... et enfin, j'ai des gens qui sont alors, dans le harcèlement, c'est-à-dire qui régulièrement ils disent, oui, regardez, le ratio, nous, on est à 2000, 3000 likes. Et donc, en quoi c'est plus vrai? En quoi avoir 3000 likes, ça... surtout pour un scientifique, t'imagines? Oui, alors, la validation par le like d'une idée scientifique, je pense qu'il n'y a rien de plus délétère pour la science que ça. En fait. On a parlé de populisme médical, et je crois qu'il malheureusement, il en est un représentant. Et évidemment, c'est pas rien de scientifique. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose de sain pour la démarche naturelle scientifique, ça c'est clair. Et alors, c'est pas terminé, ce covido-scepticisme, parce que Robert Kennedy Jr. est candidat à l'investiture démocrate pour la prochaine présidentielle américaine. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut nous dresser un peu le profil de Robert Kennedy Jr. Moi, je voudrais bien. C'est le fils de Bob Kennedy. Bob Kennedy, c'est le petit frère de John Fitzgerald Kennedy. Bob Kennedy, il a été assassiné en 68. Ça a été l'espoir du Parti démocrate en 68, assassiné par Sirhan Sirhan, qui est toujours en prison d'ailleurs. Donc, il est héritier de cette histoire-là. Il faut savoir qu'il a pris des positions très controversées, c'est le moins qu'on puisse dire, en matière de vaccination. C'est le fondateur de Children's Health Defense, en gros une plateforme qui remet en question la sécurité des vaccins, qui diffuse des contre-vérités sur la santé en général et sur les vaccins en particulier. Notamment sur l'ARN messager, qui pouvait modifier de manière durable l'ADN. C'est ça, au point qu'il a été condamné publiquement, en tout cas que plusieurs membres de sa famille, de la famille Kennedy, sont dissociés publiquement de ces thèses et de ce personnage, qui était intervenu dans une grande manifestation organisée en Allemagne, anti-vax, où il faisait des comparaisons, des analogies avec le Troisième Reich, enfin vraiment des choses assez contestables. Et il a annoncé qu'il était en lice pour l'investiture du Parti démocrate pour les élections présidentielles 2024. Ouais, et c'est une véritable star dans la complosphère covido-sceptique internationale et même française. Il est régulièrement cité pour ses propos anti-vax, clairement anti-vax. Et anti-vax qui va sur le sur les vaccins Covid, mais il a aussi eu des propos sur en associant le vaccin et l'autisme. Donc il a vraiment une empreinte, disons, anti-vax tradie longue, une histoire longue. Et néo-anti-vax aussi, covido-sceptique, covido-complotiste. Avec des 5G. Lui, il est aussi, juste pour qu'on voit le niveau du mec, il pense que la 5G est un problème de santé publique majeur. Enfin, bref. Des dommages biologiques catastrophiques, la 5G. Il a déclaré que Bill Gates voulait nous mettre une puce électronique, quand même. Donc on est dans alors que c'est Elon Musk qui s'y met, mais enfin bon. Que le vaccin contre la grippe serait 2,4 fois plus mortel que le Covid-19, ce qui est faux. Il avait relayé une fausse accusation contre Bill Gates, disant que Bill Gates avait financé un vaccin en Inde qui aurait paralysé près de 500 000 enfants. Pas vrai. Source. Voilà. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il a des chances ou pas d'obtenir l'investiture du Parti démocrate? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je vais juste attirer votre attention sur le fait que Trump, en 2015, un an avant l'élection présidentielle de 2016, partant dans la course pour la primaire républicaine, personne ne misait sur lui. Tout le monde disait ça va durer 2 mois et puis il sera écarté. Après, le Parti démocrate, c'est pas le Parti républicain, dans le sens où l'essentiel de la communauté conspi, elle est quand même plutôt du côté des républicains. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est un comment dire un caillou dans sa chaussure à Robert Kennedy, c'est qu'il a
C'est un peu trop parti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, il a un discours qui fait surtout... C'est difficile pour un mec qui est de la famille de JFK d'aller du côté républicain. Il a un discours qui fait encore très qu'ils adoreraient. Petite parenthèse, les QAnon américains, ils attendent encore le retour de JFK, qui devrait soi-disant... Le fils de... Ils l'ont toujours pas retrouvé. Il est toujours pas arrivé. Même les côtés, les Trumpiens les plus radicaux fantasment aussi un peu sur la famille JFK. Alors, il a un point de dissemblance avec l'électorat républicain, c'est que sur la question du climat, il est inquiet du réchauffement climatique. Donc il n'est pas climato-sceptique, il n'est pas là-dedans, dans la négation du réchauffement climatique. Ça ne va pas l'emmener très loin. Mais voilà. Alors il y a quand même, il se trouve que hier, il a quand même reçu un soutien de poids, enfin relatif de poids en tout cas. Soutien symbolique, assez notable, c'est Jack Dorsey, l'ex-président patron de Twitter. L'ex-patron de Twitter, et de façon assez surprenante, parce qu'il s'est rarement exprimé publiquement, politiquement, et là, soudainement, il a répondu à un commentaire en disant que pour lui, il y avait peu de doute sur le fait qu'il allait être élu. Ça, c'est son analyse politique, mais surtout qu'à une question, est-ce qu'il le soutenait, to endorse, c'est même plus fort que soutenir, il a répondu absolument. Donc là, c'est quand même assez... Bon bref, en tout cas, c'est une figure assez inattendue. Et c'est aussi un ancien patron de Twitter. Donc là, je découvre effectivement. Il y a une continuité avec Musk. On avait l'impression que tout avait changé. Finalement, c'était pas si différent avant. Non. Alors, toujours pour clore ce chapitre Covido-scepticisme et entrer dans la discussion avec toi, Julien, notamment sur ton travail, mais aussi sur le documentaire. Il y a ce Plandémique 3, Tristan, qui est en cours de. C'est tout frais, ça. C'est tout frais Voilà. Alors raconte-nous un peu. Donc il y a un documentaire là qui vient de sortir, qui est payant pour l'instant. Qui s'appelle Plandémique 3 et qui est la suite d'une trilogie, 2 documentaires qui ont défrayé et qui ont eu des audiences absolument spectaculaires en ligne, dont le premier occurrence datait de 2020 et qui était évidemment un documentaire covido-complotiste, avec l'idée que toute l'épidémie était planifiée par Big Pharma et je ne sais quoi. Et en tout cas, en 2020, ça avait vraiment choqué d'ailleurs toute l'opinion publique américaine, parce que c'était la première fois qu'on avait un documentaire avec une telle audience en ligne en si peu de temps. Je crois que c'était des dizaines de millions de vues en très très peu de temps. Et ça a été d'ailleurs un énorme accélérateur d'éléments de discours complotistes. Ce qui était évoqué dans ce documentaire avait été repris par la complotisation internationale, des éléments de langage complotistes, etc. Donc il y en a eu une deuxième occurrence un peu plus tard, et donc là on arrive à Plandémique 3. Donc bon, à voir si cette audience va avoir, s'il va avoir autant d'audience que la première occurrence, j'en doute, vu que déjà le deuxième, on était un peu sur une pente descendante. Mais celui-là s'appelle The Great Awakening. Donc je crois que la thématique... Grand réveil. Le grand réveil. Avec un clin d'œil un peu à la communauté QAnon. Mais donc là, je pense qu'ils élargissent probablement un peu la thématique. On va quitter un peu les rivages du Covid. Il sera toujours mentionné, bien sûr, mais l'élargir, je pense, clairement à une vision un peu plus globale. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment l'équivalent de notre hold-up. D'ailleurs, hold-up n'était que une pâle tentative de copie de ce moment de saisissement de l'audience à l'international et surtout américaine en 2020. Donc voilà, Plandémique 3, bientôt, malheureusement, probablement en extrait dispatché et relayé par nos influenceurs habituels. Et on retrouve Judy Mikovits, qui était militante anti-vaccin, qui était déjà dans le premier épisode. Ouais. Et on va certainement retrouver certains des représentants qui étaient présents au collectif Réinfo Liberté en Charente, en Seine-Maritime, qui est une des parties de ton film, Julien, comment l'extrême droite surfe sur les informations, et où notamment tu es pris à partie toi-même. C'est pas moi, c'est mon collègue Nicolas Carvalho qui a réalisé ce reportage. D'accord. Et donc raconte-nous un peu le contexte de ce film. Alors le film, c'est une sorte de plongée dans 2 événements que j'ai appelés des événements de désinformation qui sont assez différents, dans le sens où il y en a un qui est vraiment un événement qui était en affichage tourné vers le bien-être. Donc il y a des gens qui huggent des arbres, il y a des gens qui expliquent qu'on peut se soigner avec des pierres, qui marchent pieds nus. Bon, on connaît cette communauté-là. Et l'autre communauté, pour le coup très différente, là c'était vraiment Philippot, Berkoff, des gens qui Poisson, des gens qui viennent de l'extrême droite et qui eux surfaient sur la désinformation. Donc le deuxième était vraiment un événement politique et qui
surfer sur de la désinformation médicale. Le premier, alors là pour le coup c'était vraiment un événement bien-être dans lequel on a montré que s'infiltraient des groupes identitaires et d'extrême droite. Voilà. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de voir dans les deux événements qui apparemment étaient assez différents, il y avait ce même processus qui avait... Donc on utilisait en gros des arguments anti-scientifiques pour justifier derrière une idéologie politique qui était clairement une idéologie d'extrême droite. Comment t'expliques justement cette infiltration de groupes d'extrême droite dans des événements bien-être ? Quelles sont les porosités qui permettent finalement cette infiltration et cette mise en commun d'intérêts ? Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui infiltre ces communautés-là. Dans l'extrême gauche aussi, je pense qu'il y a des liens très clairs avec des mouvements de naturopathie, d'un rejet de la science, etc. J'imagine que vous avez déjà parlé, vous, ici, de par exemple Michel Rivasi, député écologiste, qui, elle, flirte très souvent avec le côté anti-vaccin et le côté, voilà, on se soigne avec l'homéopathie, etc. Donc je ne dis pas que seul l'extrême droite surfe là-dessus. Mais on voit très bien que l'extrême droite... il y a un tropisme très fort d'extrême droite. Tropisme très fort parce que je pense qu'ils sont très habitués. Finalement, l'extrême droite, au premier abord, ça donne l'impression que c'est une idéologie qui fonctionne sur la modernité, c'est-à-dire on pense au fascisme avec les trains arrivés à l'heure, idéologie de la modernité, de la science. Parce qu'il y a ça dans le fascisme. Il y avait cette idée qu'on appuie beaucoup sur la science. Sauf que derrière, il y a toujours eu un fond complètement ésotérique. Et on l'a un peu oublié. Des croyances dans... et je rajouterais traditionnaliste aussi. Parce que l'extrême droite n'est pas réductible à l'extrême droite fasciste ou néofasciste. Les traditionalistes de Civitas, alors il peut y avoir des liens, une nostalgie, etc. Mais, je veux dire, le côté remède de grand-mère, tu vois, ce qui est naturel est bon, parce que finalement on est... tout ça s'inscrit aussi dans une idéologie très traditionnaliste, quoi. C'est ça. En tout cas, il y a plein finalement de liens qui sont assez évidents, même idéologiques, entre l'extrême droite et ces mouvements-là qu'on n'imagine pas au premier abord. Et là, par exemple, dans le rassemblement qui était un rassemblement de bien-être, il y avait des filles qui faisaient des ateliers peinture pour des enfants. Alors tu vas me dire, très bien, atelier peinture pour les enfants, très sympa. Ça va très bien avec le type du rassemblement. Complètement. Sauf qu'en fait, ces femmes, c'était des femmes qui participaient avant à un groupe qui s'appelait les Brigandes, qui était un groupe identitaire. On a retrouvé des vidéos de ces brigandes et des chansons qu'elles publiaient à l'époque sur les réseaux sociaux. Et dans mon souvenir, c'était « Je suis un fasciste, je suis fasciste ». En gros, c'était clairement des groupes de fascistes qui se retrouvaient dans ces rassemblements bien-être. Et c'était pas une personne, c'était plusieurs. Il y avait même une des personnes qui dirige aussi une revue, je crois, qui s'appelle Uranus, qui est complètement ésotérique sur, voilà, on va soigner avec les énergies, ce genre de choses, qui venait faire un atelier sur les énergies, etc., mais qui derrière était alors lui, il disait que je ne le suis plus, mais enfin c'était il y a un an, il était clairement dans des mouvements fascistes identitaires. C'est incroyable. Et alors, on a parlé avec l'organisatrice du rassemblement, qui est, je crois, la petite nièce du fondateur des Brigandes. Qui était le directeur artistique des Brigandes, s'appelle Joël Labruyère, et qui était aussi un défenseur des sectes après les massacres du Temple solaire. C'est ça, Voilà, il s'est fait comme ça. Et donc cette femme-là qui a organisé cet événement vient nous expliquer, donc face cam, que non, elle voit pas le lien en fait. Elle dit non, c'était par hasard. C'est par hasard que tous ces gens issus des mouvances identitaires et fascistes se retrouvaient dans un rassemblement de bien-être. Évidemment que c'est pas un hasard. Et c'est ça qu'on a essayé d'explorer pendant ce documentaire. Mais je pense qu'il y a aussi probablement des porosités qui sont simplement liées au fait où si on commence à avoir un discours un peu anti-science, en gros de dire que la science établie, la médecine établie, c'est peut-être travaillé par les lobbies, etc., et que derrière il vaut mieux faire, il faut prendre une sorte de santé alternative, il faut prendre un chemin alternatif au système médical, etc. Ce discours anti-médical, anti-science, rejoint le discours anti-système classique qu'on voit promu souvent par les milieux plutôt d'extrême droite bien assises, quoi. Donc je pense que cette passerelle peut s'expliquer aussi par ce côté d'abord anti-science, anti-médecine traditionnelle, scientifique, anti-science à anti-système. Et donc la passerelle idéologique peut se faire aussi, s'alimenter probablement aussi un peu par ça. Il y a eu un rassemblement juste dans le Jura le week-end dernier, parrainé par Louis Fouché,
qui est un rassemblement naturopathe, un congrès de naturopathie, alors avec tous nos petits copains, Jean-Dominique Michel, Alexandra Orion-Caude, Henri Joyeux, ponte des antivax, Philippe Guillemant. Je renvoie ceux qui nous écoutent à ce qu'on a écrit sur lui sur Conspiracy Watch. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve l'idée d'une médecine. Le nom officiel du congrès, c'est le congrès de médecine intégrative. Et alors, vous allez me dire, c'est quoi la médecine intégrative ou la santé intégrative? C'est quoi la médecine merci de me poser la question. Non, intégrative ou intégratif, ça veut dire qui mélange la médecine conventionnelle et les pseudomédecine en réalité, c'est-à-dire les médecines dites alternatives. Alors ça va tout ce qui est naturopathie, lithothérapie, médecine de l'eau, de karma, etc. Donc c'est l'idée qu'il faut tout utiliser pour soigner, mais surtout ces choses-là, en fait. Que la médecine qui vient de la chimie ou de l'industrie pharmaceutique, c'est quand même quelque chose à écarter ou à bannir. La plupart vont vous dire, mais nous, on ne décourage pas les gens d'aller se faire soigner par des médecins de médecine traditionnelle. Ils vont dire, par exemple, sur le cancer, moi, j'apporte une aide en plus qui va... Voilà. Et ils savent très bien que légalement, ils ne peuvent pas. Sinon, c'est la prison quand même. Si jamais tu prétends soigner le cancer et que des gens meurent à cause de toi, c'est la prison. Donc je pense qu'ils le savent très bien. Mais enfin, derrière, il ne faut pas être naïf. Comme ils n'imaginent pas une seconde que le cancer puisse être traité par une chimiothérapie, ils vont expliquer à la personne qui est en face que si elle suit bien tous ces préceptes, et donc boire des jus de fruits, se mettre des huiles essentielles, manger cru, je ne sais pas, ce genre de remède, et utiliser des pierres pour se mettre dans les poches parce que ça va vous aider, et vous n'aurez pas besoin de chimiothérapie. Donc forcément, ça éloigne de la médecine traditionnelle, quoi qu'on en dise. Alors après, dans le rassemblement bien-être qu'on a fait, il y avait vraiment deux teams. Il y avait la team vraiment des fous furieux, c'est-à-dire eux, ils étaient persuadés qu'on pouvait se soigner uniquement avec des huiles essentielles, donc contre le Covid. Et il y en a un qui pensait même qu'on pouvait soigner le sida. Alors il ne nous l'a pas dit face cam parce qu'il savait qu'il pouvait avoir des problèmes, mais il l'a dit à d'autres moments. Donc ça, c'est des gens... aucun filtre, c'est-à-dire ils le disent, je soigne avec les huiles essentielles. Et après il y a un autre discours qui est peut-être presque plus problématique, parce que je pense qu'ils tiennent un discours qui a l'air en apparence modéré, de dire moi je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. Si les gens veulent aller ensuite se faire soigner chez un médecin, pas de problème, mais enfin il faut savoir qu'a priori si on prend mes jus de fruits, tu n'auras jamais de problème. Et ça c'est très insidieux, parce que ça donne l'impression, il y a un côté gourou, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on les suit et qu'on suit tout ce qu'ils font correctement et qu'on participe à leur cagnotte litchi après pour leur donner un peu d'argent en plus, on ne tombera jamais malade. Et on sait que c'est faux, et je pense que c'est peut-être le discours qui est le plus dangereux et le plus répandu. Faites un test autour de vous. Je pense que mais dans toutes les catégories sociales maintenant, il y a une grande partie des gens qui se disent mais oui, mais alors, on parle pas assez des façons un peu ésotériques de soigner qui existent. C'est pas parce que c'est pas prouvé que ça n'est que bon, ok. Moi j'ai rien contre, mais il faut vraiment que ça soit ultra clair, qu'on envoie d'abord chez un médecin, et ensuite en complément, on fait ce qu'on veut. Si on veut se mettre une pierre dans la poche ou se mettre des huiles essentielles, pas de problème. Alors par rapport à ce rassemblement, il y avait, dans l'un des rassemblements, il y avait Pierre Barnerias, le réalisateur de Hold Up. Il y a eu de nombreuses attaques contre les journalistes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont sont traités les journalistes, dont toi quelles sont les attaques que tu reçois, et comment tu les gères, comment tu les vis, et quelles sont les choses que tu as mises en place pour essayer de t'extraire un peu de ces attaques et continuer à faire ton travail? Alors déjà, Pierre Barnerias, on l'a rencontré dans ce rassemblement bien-être. Encore une fois, on est dans un rassemblement bien-être. Avec Pierre Barnerias. Et il y a Pierre Barnerias au milieu, qui n'a rien à voir avec quelqu'un, déjà c'est pas un médecin, c'est un ancien journaliste, et qui vient faire tout un discours. Et sa table ronde a été clairement sur les journalistes. Donc lui se pose finalement en... je suis le vrai journaliste qui dit ce que vous, les faux journalistes, vous ne pouvez pas dire. Et donc il a repéré mon collègue Nicolas Carvalho qui était dans l'assistance, et il lui a interdit de filmer. Donc là on en revient toujours à, il demande une liberté d'expression absolue, mais enfin, pour le coup là ils disent tu ne filmes pas. Finalement à la fin ils ont réussi à avoir une petite conversation, et le discours qu'il tenait est vraiment ahurissant, surtout de quelqu'un qui vient de cet univers là, et qui a au départ vendu des documentaires à des chaînes traditionnelles. Et
Alors il y a ce discours qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire que nous, on serait tous corrompus, corrompus par les big pharma, corrompus par les politiques. Et pas indépendants. Et pas indépendants. Il y a eu chaîne publique. Durant ces rassemblements, il y a eu donc Berkoff, les fact-checkers. Alors c'est l'autre rassemblement. Ouais, c'est l'autre rassemblement. Et il y a eu Philippot qui t'a accusé d'être à la baguette de Macron. Voilà, donc on a commencé par Bardérias qui nous a tenu ce discours-là, et ensuite on est allé à cet autre rassemblement qui était assez différent, mais où effectivement il y avait, alors là pour le coup, les têtes de pont de la désinformation, c'est les grosses stars de la désinformation. Il y avait Philippot, il y avait Dupont-Aignan, il y avait Berkoff, Poisson, Perronne, toutes les grosses stars étaient là. Et là on a retrouvé cette même haine des journalistes, parce qu'on est sur de la haine, on n'est pas simplement sur une sorte de critique un peu intello de les problèmes de collusion dans les médias, etc. Bon, moi j'accepte tout ça, et je pense qu'il y a des vrais problèmes à se poser quand on est journaliste et sur le fonctionnement du journalisme, c'est normal. Mais alors là, on est dans de la détestation. Et on a senti cette haine qui est à deux doigts de dériver vers l'agression. C'est-à-dire que là, à un moment, il y a Philippot qui prend la parole, qui dit « Est-ce qu'ils sont dans la salle, les journalistes ?» Et là, sorte de rire un peu narquois et un peu nauséabond, là, qui commence à monter. Et non, mais en gros, c'était... mais non, mais ne le huez pas. Ne les sifflez pas. C'est la meilleure façon de dire huez-le, en fait. Et on sentait que là, ça va vraiment dans cette... On attise la haine. On attise la haine. On pose le journaliste en ennemi de la vérité, de la liberté d'expression. Henri Oncourt le dit, il y a le camp en gros du bien et le camp du mal, le camp de la vérité, le camp du mensonge. C'est hallucinant. Et donc les journalistes sont dans le camp du mensonge. Ça c'est inquiétant, je trouve. Il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est mais de toute façon, Julien Pain, il peut pas être indépendant puisqu'il travaille pour une chaîne publique. Bon, de la part des mêmes qui d'ailleurs adulent RT, c'est ça qui est rigolo quand même, parce que RT pour le coup, c'est toujours paradoxal. C'est toujours le paradoxe. Bon, mais c'est quoi la différence entre RT et France Info? Alors déjà, moi j'ai travaillé en plus pour France 24, qui est vraiment l'espèce de Russia Today l'équivalent français. Si on veut, d'accord. La différence, c'est que c'est une chaîne publique dans une démocratie, là où RT est une chaîne publique dans une dictature. Est-ce que RT c'est plutôt une chaîne gouvernementale? C'est-à-dire que sur France 24 ou sur France Info, est-ce qu'on peut critiquer le gouvernement français? Mais je veux dire, ça vient de la nature même des régimes. C'est-à-dire que c'est très important à comprendre. En fait, ça ne veut rien dire une chaîne publique. On est issu de l'histoire du pluralisme français. C'est-à-dire qu'en France, on peut critiquer le service public. Oui, il y a des interventions des politiques qui peuvent avoir l'impression que, comme c'est une chaîne publique, on est finalement là pour relayer leur message. Oui, il y a des pressions et les journalistes, on doit résister à ça. Mais on est dans une démocratie où la valeur fondamentale, c'est la liberté d'expression, quoi qu'en disent les Berkoff & Co. C'est très important. Et il y a des garde-fous pour ça. Et les journalistes, on est organisés pour résister à ces pressions. Et il y a une tradition française et il y a des institutions françaises qui défendent ça. Donc ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai invité il n'y a pas très longtemps la journaliste, vous savez, qui tenait cette pancarte, Oskanikova, qui tenait cette pancarte en Russie pendant un journal télévisé. Elle a tenu une pancarte. Juste après l'invasion de l'Ukraine. Voilà, il y avait non à la guerre. Elle a fait ça, elle a failli partir en prison. Finalement, elle a dû quitter la Russie. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, il y a beaucoup de gens qui comparent finalement la situation en France et en Russie, qui disent mais vous les Français, vous dites que vous êtes libres, vous n'êtes pas plus libres que les Russes. Et honnêtement, la tête qu'elle a fait quand on lui a dit ça, mais c'est très compliqué pour elle de répondre à ça. Elle est là, pour elle c'est lunaire. Elle dit mais chaque semaine, moi, le directeur de publication, il allait voir le cabinet de Poutine pour dire de quoi il pouvait parler. Et on a l'impression qu'il y avait quand même des choses dont on peut parler en Russie. Mais à partir du moment où c'est interdit, c'est interdit. On ne peut pas dire qu'il y a un problème avec, je sais pas moi, les retraités qui ne gagnent pas assez d'argent en Russie. Il y a un vrai problème avec les retraites. Bon, ben ça, vous croyez quoi? Que vous pouvez faire un reportage là-dessus, dire au plus haut sommet de l'État, il devrait s'en saisir? Non, vous demandez l'autorisation avant. Et on ne peut pas utiliser le mot guerre. Non, vous demandez l'autorisation avant pour tout. Et si vous avez enfreint cette loi implicite, vous allez en prison. Ou alors on vous met une balle dans la tête. Parce qu'en Russie, on a assassiné des journalistes. Donc comparer ça avec ce qu'on vit en France, c'est lunaire pour elle, c'est lunaire pour moi. Le mot dictature a été porté dans toutes les manifs. On est en dictature. C'est fou ce confusionnisme, c'est un terme qu'on utilise assez souvent pour certaines des profils qui peuvent d'ailleurs parler tout autant à des audiences d'extrême droite que d'ailleurs aussi d'extrême gauche. Il n'y a pas pour le coup c'est pas uniquement l'extrême droite qui a ce type de discours-là, mais effectivement cette accusation qui est portée sur le service public français, dont tu es toi l'une des cibles, et franchement en ligne tu prends très cher là-dessus. Effectivement, moi
me fait dire que je ne sais pas si c'est une absence, disons, simplement de connaissance de leur part, ou une posture tellement idéologique, avec un ciblage où tu es devenu, toi, une sorte d'étendard tellement fort que on s'en fout. Tu es forcément à la solde. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu es à la solde d'un système. Et peut-être même que ça te dépasse. Peut-être qu'ils ont cette image-là en te t'alpaguant sur les réseaux sociaux. Mais bon, bref, c'est très déroutant parce que c'est au-delà des faits, de la réalité. Et ce confusionnisme-là, ce relativisme est quelque chose qu'on voit qui est une nourriture vraiment traditionnelle dans notamment les grandes figures de la complosphère qu'on voit en ligne. En fait, il y a l'idée que parce que notre démocratie est à des limites parce que c'est un régime imparfait, parce qu'on ne vit pas dans un monde parfait, tout simplement, eh bien, il n'y a pas de différence entre ça et les dictatures, les régimes autoritaires, etc. Après, il y a des vrais... On pourrait s'intéresser aux vraies critiques à faire sur notre travail de fact-checker, par exemple. Parce qu'il y a des vraies interrogations. Par exemple, une critique qui est vrai, c'est-à-dire que moi en tant que journaliste j'arrive avec mon background, avec ma vie, mon vécu, mes croyances peut-être, mes idées, etc. Et ça, est-ce que ça peut avoir un impact dans le travail que je fais, dans le simple choix des sujets? Bien sûr. Il y a une conférence de rédaction le matin où je vais dire on va traiter ça, on va pas traiter ça. Moi je suis rédacteur en chef. À ce moment-là, mon background, mes valeurs, etc., mon idéologie, parce que je suis un être humain, va rentrer en compte. Et je vais peut-être me dire, fact-checkons plutôt ça. Parce que ça va taper sur une communauté qui, quelque part, avec laquelle je me sens en désaccord à la base. Et ça, il faut être très attentif à ça. Et cette critique, je la prends très au sérieux. Et je suis en permanence à réfléchir à ça, à me dire, ma tendance naturelle va peut-être être de dévoyer mon travail et ma neutralité. Ça, c'est quelque chose dont je veux bien parler, qui est intéressant. Mais cette espèce de fantasme de dire que, en gros, quand je fais quelque chose, c'est parce qu'après j'ai Macron qui va m'appeler pour dire Julien, bien joué Julien. C'est super. Et puis c'est tellement en désaccord avec si vous regardez ce que je fais. C'est ça que je trouve, c'est l'espèce de mauvaise foi absolue, parce que si vous regardez ce que je fais, il y a énormément de fact-check, donc de vérification qui portent sur les propos du gouvernement. Est-ce que tu en fais aussi pour justement avoir un argument pour dire mais justement ce n'est pas ce que je fais? Mais absolument pas, non. Non mais je le fais parce que quand on dit quelque chose de faux, je le fact-check, je dis que c'est faux. C'est pas ça ma question. Ma question c'est à quel point tu es influencé par justement le reproche, à quel point tu devances dans tes choix éditoriaux le reproche qu'on pourrait te faire de ne pas suffisamment critiquer le gouvernement, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un autre biais qui est extrêmement intéressant. C'est un biais aussi. Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un biais qui va être que moi, idéologiquement, je vais avoir tendance à faire ces fact-checks-là, mais en même temps, comme je sais que sur les réseaux sociaux, on va m'attaquer si je ne fais pas aussi ça, est-ce que je peux, par exemple, fact-checker encore plus le gouvernement en me disant... C'est des choses sur lesquelles il faut être extrêmement en alerte. J'ai pas la solution, mais il faut être en alerte en permanence. Une conférence de rédaction, il faut que ça soit des questions qu'on se pose tout le temps. Et croyez-moi, quand on est tous autour de la table, c'est des questions qu'on se pose à chaque fois. On va dire, ok, mais là, ça fait 3 fois qu'on fait encore un fact-check sur l'extrême droite. Mais il y a des raisons, c'est que l'extrême droite utilise la désinformation comme une arme politique. Donc je m'en explique régulièrement. Mais est-ce qu'à un moment, je vais hésiter à fact-checker, je sais pas, Anne Hidalgo, parce que on va se dire oui, mais alors Anne Hidalgo, par exemple, moi je suis plutôt écolo, donc je veux dire, elle a fait des choses bien pour Paris en termes écologiques. Non. J'essaye d'avoir toujours cette alerte, me dire je m'en fiche, qu'est-ce qu'elle a dit Anne Hidalgo? Moi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est mon boulot. Et il s'arrête là. Mais donc ça, c'est une vraie critique qui est intéressante. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que finalement, on se met à répondre à des choses lunaires, à dire oui, mais non, j'ai pas un téléphone rouge avec quelqu'un qui m'appelle, qui me dit fais ça. Je me fais pas taper sur les doigts à chaque fois que je fais un fact-check du gouvernement. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui peut se passer, c'est que après avoir fact-checké le gouvernement ou un homme politique, celui-ci passe un coup de fil à quelqu'un pour dire oh oui mais ça c'était pas vrai, ou alors répondre sur Twitter pour te mettre un peu la pression en disant mais non là c'est beaucoup trop simpliste votre vision, je suis très déçu. Ce qui est strictement son droit. Ce qui est son droit et ce qui met une pression aux journalistes. On est sujet à ce genre de pression, oui, mais ça se passe pas comme les complots peuvent l'imaginer. Alors, on le disait en introduction, ta chaîne YouTube Instant Détox a passé les 100 000 abonnés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et est-ce que tu dirais que le travail que tu fais sur YouTube et le ton que tu emploies sur YouTube est différent de celui que tu fais pour Vrai ou Fake? Alors déjà, il faut voir que Vrai ou Fake, c'est une émission où on a déjà un ton qui est quand même assez particulier par rapport à l'audiovisuel public. Si vous la regardez, je ne suis pas dans une posture de journaliste...
avec une approche très descendante. Très descendante. On se sert très régulièrement des réactions des internautes, on discute beaucoup, et je pense que même dans le ton de l'émission, on est plus dans un magazine que dans un vrai journal télévisé. Je pense que si tu l'as regardé, tu t'en es aperçu. Après, sur l'instant détox, c'est encore une démarche qui est particulière. Bon, là, j'ai moins le temps de faire, mais j'ai beaucoup fait de discussions directement avec les gens dans la rue. Donc là, j'arrivais avec mon panneau sur lequel j'inscrivais en général une fausse info ou une rumeur, et j'en discutais directement avec les gens. C'était ma façon, en fait, de trouver un public auquel j'accède pas d'habitude, parce que ces gens-là, ils n'allaient pas regarder l'émission Vrai ou Fake le samedi matin sur France Info. Donc c'était ma façon de connecter avec eux. Et puis ça donnait, moi c'est quelque chose que j'aime bien, ça donnait des séquences très marrantes, parce que dans la discussion avec les gens, on se marre. Parce que c'est pas seulement un boulot où cette agressivité qu'on ressent sur les réseaux sociaux, cette espèce de confrontation permanente, cette idée qu'on est en guerre. Moi, je suis en guerre avec personne. Et ça reflète pas la réalité. Non, et les gens sont pas comme ça en vrai. Et même ces gens qui sur Twitter sont très fâchés, vous les rencontrez dans la vraie vie, vous les regardez dans les yeux et vous leur dites qu'est-ce que tu penses de cette info. En général, ils discutent. Ils n'ont pas envie de te péter la gueule. Donc du coup, ça donnait un ton très décalé, très sympa, et ce qui fait que ça permet aussi de rajeunir l'audience, parce que je parlais avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que ceux qui parlaient à la télé. Justement sur cette différence qu'il y a entre la réalité de ce que tu côtoies lorsque tu descends dans la rue, quand tu croises des gens, et cette folie en ligne. Ça fait plusieurs mois, sincèrement, que je vois en ligne les torrents de boue que tu reçois. On est souvent associés d'ailleurs tous les trois dans des... Désolé les gars. Ah oui, mais je ne sais pas qui c'est qui nourrit le plus. Bon, bref, en tout cas, on est souvent d'ailleurs tous les trois associés, alors qu'on n'a pas de lien, on ne se voit pas régulièrement, on ne coordonne pas du travail ensemble, il y a une sorte de fantasme. Oui, on n'a même pas de projet éditorial ensemble concret. Non, il faudrait, pourquoi pas. Mais je veux dire, en tout cas, on travaille très peu ensemble. Ouais. Et donc, il y a quand même eu, et je pense que il y a vraiment une différence, moi j'ai senti en tout cas la différence, disons, c'est ces dernières années, peut-être ces 6 derniers mois, et je vois vraiment ce que toi tu prends, et je pense, c'est mon impression vu de l'extérieur, que tu reçois beaucoup plus de messages agressifs en volume depuis peut-être 6 mois, 1 an, et j'aimerais savoir ce que ça fait que d'être du côté receveur, comment tu gères un peu tout ça. Est-ce que tu regardes ce qu'on t'écrit ou tu regardes même plus? Enfin, c'est quoi ta posture par rapport à cette chose-là qui peut aussi, comme on disait tout à l'heure, ça peut aussi impacter ta façon de travailler peut-être. Je sais pas. Oui, bien sûr. Vas-y, alors comment tu vis ça? Oui, il y a clairement une accélération de cette violence, mais que j'ai vu dans les rassemblements. Ces gens-là attisent la haine, et nous, dans chaque meeting, ils vont citer mon nom pour dire, là il y avait quelqu'un qui disait, est-ce que Julien Pain est dans la salle, est-ce que Julien Pain est dans la salle. Vous imaginez bien que vous soufflez sur les braises, vous attisez la haine. Tous ces mecs là ensuite ils vont sur Twitter mais je crois que c'est aussi parce que tu es déjà un des étendards, c'est que tu es devenu, c'est ça qui est terrible, et c'est la sensation que moi j'ai eu aussi avec Rudy, c'est qu'on est devenu des mots-clés vide de sens, vide de réalité. C'est que tu es devenu une sorte de sticker, de pins, de quelque chose qu'on va arborer, on va juste dire pain. Moi, le nombre de messages que j'ai, où je suis associé à toi sur Twitter, où il y a juste marqué pain à côté de moi, à côté de mon nom. Tristan, Tristan Monasson, Julien Pain. Et ça suffit presque. Oui, moi, ça vaut presque c'est pareil avec vous, hein. Dès qu'on vous fait une critique, et je suis associé immédiatement. Oui. Ouais. Oui, c'est l'espèce de moi, ce qui m'inquiète, c'est la violence de la chose. Donc après, comment je le vis moi, ou comment tu le gères, disons. Comment je le gère. Déjà, en sachant très bien qu'il y a les réseaux sociaux avec cette violence sur des communautés qui sont importantes, mais qui restent des communautés minoritaires. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est 150 000 personnes qui agissent comme ça reste une minorité même sur l'ensemble de Twitter. Et ensuite, dans l'ensemble de la population, ça reste des minorités influentes qui parviennent à monopoliser le débat, mais enfin ça reste quand même des minorités, et la vraie vie c'est différent. Moi quand je suis dans la rue, jamais j'ai quelqu'un qui va me voir en me disant complot, et puis tu es un suppôt de Macron. Ça n'arrive pas. En général, les gens ils sont très sympas et ils viennent discuter avec moi, et quand il y a quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, on arrive à parler. Il y a un vrai problème avec la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent maintenant, où la discussion est devenue extrêmement compliquée. Là où ça pose un problème dans ma pratique à moi, c'est que vous la connaissez, moi ma pratique c'était d'être dans l'échange, en disant je veux pas être dans une approche top-down où je vous explique la vie, et au contraire, ok, on discute. Sauf que là, ces mecs-là sont pas là pour discuter. Ils viennent pour te harceler avec en gros 3 arguments. Ils se repassent 3 éléments de langage comme les politiques, et ils les bastonnent comme ça
à longueur de tweet. Donc dès que tu as un tweet, tu as 50 fois le même message. Mais même si tu as répondu 10 fois à la critique, ça revient en permanence, quoi. Oui, et je ne vais pas répondre à chaque fois aux mêmes arguments. Et ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils arrivent vraiment à tuer le débat. C'est-à-dire que je pense que c'est une stratégie, pour le coup, là, qui est coordonnée, c'est-à-dire qu'ils veulent te faire taire. Et pour te faire taire, la meilleure façon de faire ça, c'est déjà, de donner l'impression que tout le monde est en désaccord avec toi, tout le monde te déteste, tout le monde te hait. Et ensuite, ça empêche les autres de commenter. Donc, tu n'as plus de lien avec ta propre communauté. Les gens avec qui tu avais l'habitude de discuter, tu peux plus discuter. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment posé de problème. Et après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils arrivent à donner l'impression que les gens te détestent. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent finalement au bout d'un moment à dire regardez, Julien Pay, il est haï, regardez. La calomnie, ça marche un peu, quoi. Ouais. La calomnie, ça laisse toujours quelque chose derrière. Et j'ai découvert ça. C'est-à-dire que ça laisse toujours cette trace de ah, mais il n'a pas l'air trop. Alors qu'en fait, c'est quelques mecs qui mènent des campagnes. Exactement. Un peu ça. Donc, j'en reviens à ma stratégie actuelle qui est pendant très longtemps, j'ai refusé de bloquer parce que je voulais discuter. Je m'y suis accroché un peu trop, je pense. Et que maintenant, je bloque beaucoup parce que j'estime que si je veux réavoir un dialogue avec des gens. De bonne foi, ou même de mauvaise foi, mais qu'il y a un dialogue où au moins on s'écoute et on se réponde, il va falloir que je bloque tous les gens qui sont pas là pour dialoguer et qui tuent ce dialogue. Donc là, maintenant, je bloque. Ouais. Oui, alors moi je pense qu'il y a des parties qui peuvent être coordonnées, mais je crains qu'une bonne partie est organique. C'est que les gens qui viennent s'agréger à toi viennent probablement suivant la météo de l'actu des influenceurs qui à un moment donné parlent de toi. Voilà. Donc je pense pas que ça soit toujours coordonné. Je crois que ça vient de façon organique et on le voit avec des vagues qui suivent en fait le contour de l'actu de la complosphère. J'avais une petite dernière question peut-être pour conclure. Sur ton compte Twitter récemment, en parlant de ton métier, tu as publié un gif, je crois, ou une photo avec un pigeon au bord d'une chute d'eau et tu disais ça c'est moi qui essaye d'alerter face à la vague d'intox qui va nous déferler dessus et tu t'amusais un petit peu finalement de la passivité des gens. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi tu as ce sentiment-là de passivité des gens et puis peut-être sur la façon dont on peut reprendre un peu le contrôle de cette désinformation et de cette intox qui vient. Ouais, c'est une métaphore que je prends souvent, c'est qu'on est face effectivement à une vague qui nous arrive dessus, que je sens venir, qui a un impact sur notre démocratie. Je pense vraiment que c'est pas des grands mots, je pense vraiment que ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Brésil, ça peut arriver en France. C'est pas complètement mythique, on n'est pas immunisé à ça. Moi, ça fait des années et vous aussi, qu'on alerte sur ce qui est en train de se passer, et je sens un soutien très théorique. C'est-à-dire, en fait, je sens beaucoup de gens qui disent oui, la désinformation, c'est un vrai problème. Et puis vraiment, c'est dur ce que tu vis. Mais en fait, on fait quoi ? On fait quoi ? On continue à penser que moi, Rudy et Tristan, c'est notre problème. Que c'est nous, et toi d'ailleurs aussi, que c'est nous qui allons régler le problème. En tout cas, que c'est notre rôle à nous. Et puis, on aura des petites tapes dans le dos pour nous dire c'est bien. Et puis, le jour où elle sera au pouvoir, cette désinformation, c'est pas des petites tapes dans le dos qu'il nous faudra, c'est nous sortir de prison. Donc, je caricature, mais je veux dire, on a un vrai changement de société qui est en train de s'opérer, et j'en ai un peu assez des tapes dans le dos. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots. Merci à tous les trois. Merci Julien d'être venu dans notre émission. On peut voir encore le documentaire en replay. Le documentaire, il est en replay, alors soit sur le site de France Info, onglet Vrai ou Fake, soit sur ma chaîne YouTube, l'Instant Détox. Ça marche, donc voilà, allez-y, regardez ça, regardez Instant Détox, Vrai ou Fake. Complorama, le dernier Complorama, c'était sur la Turquie. Et voilà, sur l'élection. Et le prochain, on vous laisse découvrir. Voilà. Ouais. Et cette émission a été réalisée par Martin Béraud et préparée par Victor Motin. Salut. Ciao. Merci.